D'une vente ratée pour 50 millions de dollars à une valeur de 30 milliards de dollars, Netflix a réussi à passer d'une entreprise luttant pour atteindre le seuil de rentabilité à un synonyme de streaming vidéo. Netflix a été fondé par un ancien soldat de marine et un homme qui s'appelait lui-même le pire agent immobilier de New York. Les origines de Netflix ne sont peut-être pas tout à fait ce à quoi tu t'attends. Voici l'histoire des hommes qui ont révolutionné l'expérience des films et des séries d'aujourd'hui pour nous tous. Né le 29 avril 1958, Mark Randolph a grandi à Chappaqua, New York. Son père, Stephen B. Randolph, était ingénieur nucléaire et est ensuite devenu conseiller financier dans la grosse pomme. Sa mère, Muriel, était agent immobilier. En grandissant, Mark construisait avec son père des trains miniatures, mais pas les trains habituels, que l'on assemble à partir d'un kit de modélisme. Il travaillait lui-même les pièces, les construisait et les assemblait, en veillant à ce qu'elles s'adaptent parfaitement pour construire un chemin de fer miniature qui fonctionne. La précision et le soin pour la construction et l'assemblage des pièces, c'est quelque chose qui a accompagné Mark presque toute sa vie. La carrière de Mark a commencé par un diplôme de géologie au Hamilton College. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler pour sa mère, mais selon ses propres dires, sans succès. À l'époque, il se décrivait lui-même comme le pire agent immobilier de New York. Mark a gravi les échelons jusqu'à devenir l'assistant du directeur de la maison d'édition musicale Cherry Lane. C'est également là qu'il a fait ses premières expériences dans la vente par correspondance. Il a eu l'occasion de diriger le service d'expédition. Mais sa véritable vocation était de créer ses propres entreprises. Ironiquement, c'est la perte d'une telle entreprise qui l'a mis en contact avec l'autre homme avec lequel il a lancé Netflix. L'une des entreprises de Mark, une société d'assurance qualité appelée Integrity, a été rachetée par l'entreprise de production Integrity QA. Elle a été rachetée par Pure Software en 1996 au bout de 9 mois. Pure était une entreprise qui produisait des logiciels de dépannage pour d'autres entreprises, et son PDG était un ancien soldat de la marine du nom de Reed Hastings, qui avait également rejoint les Peace Corps et enseigné les mathématiques. Il se trouve que Reed et Mark vivaient dans la même ville et qu'ils ont commencé à faire du covoiturage. Moins d'un an après le rachat, Pure Software a également été racheté, et les deux ont appris que leur poste deviendrait obsolète lors de la fusion qui en résulterait. Alors que la date de départ de leur poste approchait, ils ont profité du temps qu'ils passaient à faire du covoiturage pour développer des idées sur les entreprises que Mark devrait créer. Reed y jouerait le rôle d'investisseur, puisqu'il retournait à l'école. Au cours de ce covoiturage, Mark a présenté un large éventail d'idées. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait faire quelque chose dans le commerce en ligne. Il avait des idées comme du shampoing personnalisé, des battes de baseball personnalisées, des planches de surf personnalisées, des aliments pour chiens personnalisés, location de VHS par courrier, et enfin, du shampoing personnalisé, une idée qui lui tenait à cœur. Mais c'est l'émergence de la technologie DVD qui l'a finalement conduit à se tourner vers la location de vidéos par courrier. Alors que les cachettes VHS étaient trop encombrantes et trop chères pour être envoyées par la poste, le tout nouveau DVD n'était pas plus gros qu'un CD. Pour faire passer le message, Mark a pris un CD usagé et une carte de vœux, a collé un timbre dessus et a envoyé le disque par la poste à Reed. S'il arrivait intact, ils avaient un gagnant. Le lendemain, Reed a téléphoné. Le disque était arrivé et il fonctionnait encore. Il ne s'agissait pas seulement de la facilité d'envoi des DVD. Mark Randolph écrivit plus tard « Il faut une catégorie suffisamment grande que si l'on a du succès, l'idée ait assez de place pour fonctionner. Il faut un environnement sans perturbation. » Dans le domaine de la location de vidéos, il n'y avait en fait qu'un seul concurrent, Blockbuster. À l'époque, Blockbuster était pour la plupart des gens la première adresse pour la location. Il s'agissait d'un magasin physique avec plus de 2800 sites dans le monde entier. On s'y rendait, on empruntait un film pour autant de jours que l'on voulait, et si on ne le ramenait pas à temps, on devait payer des frais de retard, un peu comme dans une bibliothèque. Et à cette époque, Blockbuster n'avait pas encore introduit le nouveau format DVD.
Si Netflix parvenait à être présent dès le début, il se retrouverait au sommet à la fin du cycle technologique. Reed et Mark avaient besoin de 2 millions de dollars pour démarrer. En tant qu'investisseur providentiel, c'est-à-dire quelqu'un qui participe financièrement à des entreprises et qui, en même temps, soutient les créateurs d'entreprises avec son savoir-faire et ses contacts dans les premières phases, Reed a mis 1,9 million de dollars à disposition. Mais c'était 100 000 dollars de moins que son objectif. Pour couvrir le reste, Mark a dû aller à la rencontre d'investisseurs. Mais demander de l'argent était une compétence que Mark avait bien développée. Le programme Knolls, qu'il avait dirigé, consistait à emmener des enfants des centres-villes en camping et à leur montrer comment survivre dans la nature ou en plein air. Les enfants étaient laissés sans argent et sans ressources dans une ville inconnue et devaient survivre pendant 3 jours. Faire de la mendicité pour avoir assez d'argent pour un repas et vivre avec les restes du supermarché. C'était du gâteau pour Mark de demander 25 000 dollars à chacun des investisseurs. Cependant, certaines tentatives ont été plus difficiles que d'autres. Alexandre Balkanski, propriétaire de la société de vidéo numérique C-Cube Microsystems et acteur important dans le domaine de la technologie DVD, a rejeté Reed et Mark en disant « C'est de la merde ». Balkanski pensait que dans 5 ans, le téléchargement ou le streaming de films serait l'avenir. Il leur a donc demandé « Pourquoi devrais-je investir dans une entreprise qui n'existera plus dans 5 ans ?» Un autre des investisseurs de Mark était un ami personnel et mentor, Steve Kahn. Mark l'a invité à déjeuner avant de lui demander 25 000 dollars. C'est à ce moment-là que l'expression du visage de Kahn a changé. C'était une expression embarrassée, se souvient Mark dans son livre « That Will Never Work ». S'il disait non, il serait clair qu'il ne croyait pas à l'idée. S'il disait oui, il perdait 25 000 dollars et pas à cause de l'idée elle-même. Mais parce que son ami le lui avait demandé. Kahn a dit oui et a ajouté « Très bien, ce sont 25 000 dollars que je ne reverrai plus jamais ». Le dernier investisseur de Mark était quelqu'un dont il savait qu'il dirait oui, même si la présentation était mauvaise. Sa mère. L'appel a été courtois et, à la fin, la mère de Mark a accepté de lui donner les derniers 25 000 dollars dont il avait besoin. Le capital nécessaire était maintenant atteint et Netflix pouvait maintenant démarrer. Netflix a donc été fondé en 1997 à Scotts Valley, en Californie. Mais à l'époque, elle ne s'appelait pas encore Netflix. Le nom original et unique était Kibble. Les Kibbles sont des granulés de farine broyés, utilisés notamment pour l'alimentation des animaux domestiques. Les premiers bureaux de Netflix se trouvaient dans une ancienne banque recouverte de tapis verts dollars. Un grand espace de travail ouvert, quelques bureaux donnant sur un fast-food et un mobilier peu professionnel. À l'époque, Mark ne disposait que d'un budget de 1 000 dollars pour la rénovation. Les bureaux étaient des tables pliantes et la chambre forte de la banque servait d'entrepôt de DVD, avec au moins une copie de chaque DVD disponible. En fait, c'était l'un des arguments de vente de Netflix. Dans ses premiers jours, Mark était le PDG de l'entreprise et tout devait être fait à partir de zéro. Il n'y avait pas de service d'hébergement web ou de logiciel de création de site web. L'équipe de Netflix a donc dû concevoir le site web à partir de zéro. Des ébauches qui ont ensuite été transmises aux programmeurs ont été transmis pour création. Le serveur initial sur lequel le service était hébergé a été construit à partir d'ordinateurs de bureau achetés dans un magasin d'informatique local. Les systèmes dorsaux, qui géraient les données de paiement et d'expédition, ont également dû être programmés à partir de zéro. Le 14 avril 1998 a été le jour du lancement et le site a été mis en ligne. Une cloche sonnait pour chaque transaction enregistrée. Ils avaient 15 minutes avant que le nombre inattendu d'utilisateurs ne fasse planter les serveurs. Et tout au long de la journée, l'équipe a dû acheter des ordinateurs de bureau supplémentaires et augmenter la quantité de serveurs à plusieurs reprises. On raconte que Netflix a été créé après que Reed Hastings a rapporté une copie tardive d'Apollo 13 au distributeur de DVD Blockbuster et qu'il a dû payer des frais de retard de 40 dollars. C'est une belle histoire, mais elle ne s'est pas vraiment produite. En effet,
Netflix a également appliqué des frais de retard dans les premiers jours. Lors de son lancement, Netflix avait une stratégie commerciale simple. Il s'agissait simplement d'un service de location de films, mais en ligne. On s'inscrit sur le site, on loue ses films, on les reçoit par courrier. Et on les renvoyait avec l'enveloppe réponse jointe. Ou bien, on pouvait payer une taxe de remplacement et acheter les films pour les conserver. Les ventes représentaient en effet la majeure partie de Netflix dans les premiers jours. Au début de l'année, Mark s'est rendu au Consumer Electronics Show de Las Vegas et s'est entretenu avec des dirigeants des 3 grands fabricants de DVD, Sony, Panasonic et Toshiba. Mark leur a proposé un marché. Les fabricants leur fourniraient des informations sur les propriétaires de lecteurs DVD. Et Netflix ferait disparaître la crainte des nouveaux acheteurs de ne rien avoir à regarder, car le DVD n'était pas encore très répandu à l'époque. Mark a posé la première pierre de l'entreprise en proposant d'offrir à chaque lecteur DVD vendu 3 bons pour une location gratuite. En mai 1998, un mois après le lancement, cette idée a porté ses fruits. Toshiba avait accepté l'offre de Mark afin de prendre l'avantage sur ses concurrents. Dans son livre, Mark écrit rétrospectivement à propos de cette affaire « C'était une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées. Nous avons eu un accès direct aux propriétaires de lecteurs DVD et Toshiba a résolu son plus gros problème. Convaincre les acheteurs hésitants qu'ils seraient effectivement en mesure de trouver quelque chose qu'ils pourraient lire sur leur nouvel appareil. » Un mois plus tard, Mark et Reed ont reçu un appel les invitant à Seattle. Jeff Bezos voulait leur parler. À cette époque, Netflix tirait environ 3% de ses revenus de la location de vidéos, la vente de DVD s'avérant bien plus rentable. Amazon voulait acheter l'entreprise pour une estimation de 15 millions de dollars. S'il refusait, il est clair que Netflix devait se battre avec Amazon pour le marché des DVD en ligne. Une bataille qu'il ne pourrait pas gagner, à supposer qu'il tente de se battre pour la vente de DVD. Mark était certes intéressé par la vente de l'entreprise, mais Reed voyait déjà à l'époque un plus grand avenir pour Netflix. Ils ont donc décidé d'arrêter de vendre des DVD et de se concentrer sur la rentabilisation de la location. En septembre, Netflix a eu l'occasion de produire le premier original Netflix. L'un de leurs employés, un ancien propriétaire de vidéoclub nommé Mitch Lowe, avait des liens avec une entreprise qui pouvait graver des DVD plus rapidement et plus efficacement. Netflix a décidé d'utiliser ce lien pour produire des DVD sur un scandale politique récent. À cette époque, Bill Clinton a témoigné devant un grand jury. Cela a été considéré comme le point culminant d'une enquête de 4 ans qui devait être un prélude à sa destitution. Netflix a pris les séquences non montées du grand jury Clinton et les a vendues via son service. Netflix a vendu les 2000 premières copies pour 9,95 $, avant de réduire le prix à 2 centimes d'euros. Ils ont remboursé tous ceux qui l'avaient acheté à un prix plus élevé et ont encouragé tout le monde à donner son avis sur la question. Ce dont personne ne se doutait, c'est que cela allait conduire à la première controverse de Netflix. La production des DVD s'est déroulée de manière frénétique. Lowe n'avait pas dormi pendant 72 heures, alors qu'il essayait de tout trier. Les DVD étaient amenés directement de l'encodeur au bureau de Netflix, puis envoyés sans étiquette. Malheureusement, tous ne correspondaient pas au bon disque. Lorsque Lowe a pris les DVD en main, la plupart étaient corrects, mais certains contenaient quelque chose de plus, à savoir quelque chose d'indécent. Mark a rapidement été pris à part et on lui a dit « Hé, il y a des commentaires amusants qui ont circulé sur les forums ce week-end. » Certaines livraisons de DVD contenaient des films pour adultes. Lorsque Mark a appris la confusion, Netflix a fourni une explication, s'est excusé et a proposé de reprendre les DVD pour adultes. Bizarrement, personne n'a accepté l'offre. Malgré la confusion, le coup de publicité a fonctionné et, selon le magazine Vice, environ 5000 utilisateurs se sont inscrits sur Netflix. Malgré cela, Netflix n'a toujours pas gagné d'argent. Netflix perdait de l'argent pour chaque client qui s'inscrivait. Puis, à l'automne de cette année, Sony a également décidé d'accepter l'offre de Mark.
Mais il voulait 10 coupons pour chaque lecteur DVD et 5 DVD gratuits. Or, les coupons de Sony se trouvaient à l'extérieur de l'emballage. Et même si un numéro de série unique était nécessaire pour utiliser les coupons de location gratuits, cette information était facilement accessible à l'extérieur de la boîte. C'est ainsi que beaucoup se sont procurés frauduleusement un prêt gratuit. Reed et Mark avaient toujours été brutalement honnêtes l'un envers l'autre. Et maintenant que Reed s'inquiétait de plus en plus de l'évolution de l'entreprise, Mark se voyait comme la cible de cette honnêteté. Un soir, Reed est entré dans son bureau et a lâché la bombe. « Mark, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir et je suis inquiet. » Reed présenta à Mark son ordinateur portable, sur lequel se trouvait une présentation PowerPoint qui commençait par les réalisations de Mark, les réalisations chez Netflix, avant de passer au problème. Mark n'était pas vraiment amusé par cette situation. « Tu t'inquiètes de la direction que nous prenons et tu veux me l'exposer dans une putain de présentation PowerPoint ? Il est hors de question que je reste assis ici, pendant que tu me dises pourquoi je suis nul. » Reed a refermé l'ordinateur portable, a assuré à Mark qu'il ne dirait rien dans ce sens, puis a poursuivi la discussion. « Je perds confiance en ta capacité à diriger l'entreprise seul. » Reed voulait que Mark démissionne de son poste de PDG et qu'il prenne le poste de président de Netflix. Reed prendrait les rênes en tant que PDG et, espérons-le, les dirigerait vers un avenir plus rentable. Mark dut y réfléchir, mais il comprenait tout à fait le point de vue de Reed. Reed lui demande alors d'acheter 2 millions de ses actions personnelles dans l'entreprise. Mark a cependant refusé et il s'est rendu compte qu'il devrait se battre pour conserver son siège au conseil d'administration. Mark a néanmoins convenu que Reed serait plus approprié comme PDG et a négocié un accord. Il donnerait à Reed un tiers des actions qu'il demandait et Mark conserverait son siège au conseil d'administration comme une voix en qui Reed avait confiance. Après tout, Reed était un visage familier et sa présence rassurait les investisseurs. Maintenant, ils avaient un nouveau problème. Ils grandissaient hors de leur bureau avec le dépôt de coffre-fort de la banque et cela devenait de plus en plus difficile. Ils déménagèrent en mars 1999 dans de nouveaux bureaux situés dans un campus d'entreprise à Los Gatos, en Californie. Netflix était en pleine mutation. Les anciens visages commençaient à partir. Reed dirigeait désormais l'entreprise et s'occupait des questions de back-end telles que les finances, les opérations et la technique. Le rôle de Mark n'avait pas beaucoup changé. Il s'occupait de relations avec les clients, le marketing, les relations publiques et les affaires avec les fabricants de DVD. Malheureusement, une autre chose n'avait pas changé non plus. Personne ne voulait plus louer. Mark pensait que le problème venait du fait que leur programme de location dépendait de l'organisation et de la préparation des clients loueurs. Des gens qui savaient ce qu'ils voulaient voir des jours avant leur commande n'étaient pas le genre de personnes qui regardaient des films sur un coup de tête. Ils n'étaient pas du genre à se rendre dans une salle de location et à y décider de ce qu'ils voulaient. Ou, comme Mark le pensait, pas le genre de personnes qui existaient réellement. Ils devaient trouver un moyen de faire fonctionner la vidéothèque. Ils avaient trouvé la solution en se penchant sur un autre problème, à savoir l'espace de stockage. Au début, il n'y avait aucun problème à avoir une bibliothèque avec tous les DVD disponibles, mais au fil du temps, la quantité de titres est devenue trop importante. Mais que se passerait-il s'ils n'avaient pas besoin de tout stocker dans un entrepôt, et si leurs clients gardaient les DVD à la place ? Mark a imaginé 3 expériences qui pourraient faire basculer le destin de Netflix. Un abonnement mensuel qui permettrait aux clients de louer autant de films qu'ils le souhaitent contre une somme forfaitaire. La bibliothèque de prêt à domicile qui permet aux clients de regarder plusieurs films aussi longtemps qu'ils le souhaitent. La livraison continue. C'est-à-dire que lorsqu'un DVD était retourné, le film suivant qui était automatiquement dans la file d'attente du client était livré. Mais quand Reed a entendu parler de cela, il a immédiatement eu un problème. Il n'avait pas le temps de tester les 3 idées séparément. C'est pourquoi il faudrait simplement tout tester en même temps, a déclaré Reed. L'expérience s'est avérée si concluante que jusqu'en février 2000, il n'y avait plus de location individuelle. Il n'y avait plus que le nouveau service d'abonnement. Mais à peine avait-il résolu un problème qu'un autre apparaissait.
un qui a détruit tout un secteur. La bulle.com a éclaté. Jusque-là, les entreprises technologiques basées sur Internet avaient été une affaire florissante pour les investisseurs. Mais nombre de ces entreprises avaient été surévaluées en raison de la spéculation et non de leurs pratiques commerciales réelles. Lorsque ces actions se sont effondrées, cela a détruit 5 milliards de dollars qui avaient été investis dans des entreprises technologiques. Cet effondrement a eu pour conséquence de tarir les investissements. Et même avec son nouveau modèle d'abonnement à succès, Netflix ne gagnait pas assez d'argent pour se maintenir à flot. L'éclatement de la bulle.com avait également coûté à Netflix son introduction en bourse. Pire encore, alors que Netflix gagnait rapidement des abonnés, l'entreprise offrait 1 mois gratuit à chaque fois qu'un nouvel utilisateur s'inscrivait. Cela signifiait que chaque mois, il dépensait plus d'argent qu'il n'en gagnait, car les nouveaux utilisateurs dépassaient les abonnés existants. Il était temps de vendre. Netflix s'est tourné vers ses concurrents chez Blockbuster pour vendre l'entreprise. Ils se sont assis avec le PDG de Blockbuster et ont tenu leur discours de vente. 50 millions de dollars pour l'entreprise qu'ils pourraient transformer en Blockbuster.com. Blockbuster a dit non. Le CEO, John Antioco, avait du mal à ne pas rire. Il pensait que l'entreprise n'était qu'une autre entreprise gonflée de dot-com tech, dont le modèle d'entreprise ne serait jamais durable. Pour Mark, il n'y avait qu'une seule solution. Si Blockbuster ne voulait pas d'eux, il devait donc leur donner un bon coup de pied au cul. Des décisions difficiles devaient donc être prises. En 2001, Netflix essayait de se maintenir à flot et, avec le personnel actuel, il n'y avait pas d'autre solution. L'entreprise avait besoin de 2 millions d'abonnés mensuels. Mais ils en étaient à 16 mois environ. Il n'y avait donc qu'une seule possibilité, licencier. Les licenciements ont eu lieu en septembre. L'ensemble du personnel a été mis à la porte et informé de ce qui allait se passer. Les licenciements ont duré toute la journée. À la fin de la journée, 1/3 des employés de Netflix avaient disparu. Alors que les licenciements brisent généralement le moral dans une entreprise, ils ont eu un effet étrange chez Netflix. D'après Mark, ils ont renforcé Netflix en ce sens qu'ils ont rendu les collaborateurs plus créatifs et plus enclins à prendre des décisions. Selon ces termes, nous avons certes dû licencier quelques personnes très talentueuses, mais à la fin de cette journée, nous n'avions plus que des superstars dans nos rangs. Lorsque des superstars font tout le travail, il n'est pas étonnant que la qualité de notre travail ait été très élevée. Tout au long de l'année 2000, Netflix avait expérimenté avec sa formule. Outre le nouveau modèle d'abonnement et la bibliothèque de prêt, Netflix proposait également la livraison le lendemain à Sacramento. Ils ont également développé des recommandations de films basées sur les critiques de films émises par les utilisateurs. En 2002, ces expériences devaient déboucher sur une nouvelle percée. Tom Dillon, le nouveau directeur des ventes de Netflix, avait trouvé un moyen de rendre l'expédition plus rapide et moins chère et d'économiser de l'espace de stockage. Il a investi dans de petits centres à travers le pays. Il était possible d'envoyer des DVD de location régionaux à ces centres et ensuite redistribuer à d'autres clients de la région qui avaient ces films dans leur file d'attente. Les centres ajouteraient également des films plus populaires dans leur propre collection, où seuls les titres peu populaires, qui ne voulaient pas d'utilisateurs, retourneraient dans le dépôt principal en Californie. Mais même lorsque Netflix améliorait sa distribution, Reed regardait avec sagesse vers l'avenir. Dès 1997, on avait dit à Reed et Mark que le streaming numérique les mettrait hors circuit dans les 5 ans. En 2002, il était clair que le streaming était juste, mais pas le calendrier. Le service de partage de fichiers Napster avait fait beaucoup de dégâts causés dans l'industrie de la musique, parce que les utilisateurs échangeaient de la musique et laissaient les autres la télécharger gratuitement, aux grandes dames des maisons de disques. En conséquence, les sociétés cinématographiques se sont opposées aux services basés sur Internet, car elles ne voulaient pas être génétisées. Néanmoins, les entreprises technologiques ont pris les devants et des appareils tels que la Xbox originale devaient disposer d'une mémoire pour le téléchargement des films. Netflix s'est tourné vers des entreprises comme Microsoft pour être présent dès le début. Mais comme Blockbuster Video, tous ont dit non et ont préféré le faire eux-mêmes.
ce n'était pas seulement la technologie qui changeait. Chez Netflix, il y aurait bientôt un grand changement dans la direction. Mark Randolph voulait se retirer. Il croyait toujours en Netflix, mais lorsque le 23 mai 2002, l'action de Netflix a été introduite en bourse à 15 $, Mark a décidé qu'il était temps de vendre sa part. Il a également préféré créer de nouvelles entreprises. En général, la sortie du président d'une entreprise qui vend ses parts est considérée comme un mauvais signe. En 2003, il a vendu l'entreprise et en a laissé la direction à Reed. La même année, Netflix a breveté son service de location basé sur l'abonnement comme son système de file d'attente. Les choses s'annonçaient bien, mais dès l'année suivante, Netflix dut faire face à un revers. En 2004, Netflix a dû faire face à un recours collectif après que les utilisateurs ont constaté que les utilisateurs fréquents étaient confrontés à des retards dans la livraison de leurs films. Alors que les utilisateurs moins fréquents voyaient leurs films livrés plus rapidement. Les utilisateurs ont qualifié cette situation de réduction de débit. Dans cette affaire, Netflix a admis avoir bridé les utilisateurs, mais a nié toute faute. En 2006, Netflix a eu sa première occasion de donner un coup de pied au cul de Blockbuster Video. Le géant de la location avait ouvert son propre service en ligne et Netflix estimait que Blockbuster avait violé ses brevets pour un service de location basé sur l'abonnement et un système de file d'attente. Le porte-parole de Netflix, Steven Swasey, est même allé jusqu'à affirmer « Blockbuster a délibérément et intentionnellement copié les méthodes commerciales de Netflix ». En 2007, Blockbuster a décidé de trouver un accord à l'amiable avec Netflix et a cessé de travailler sur les modifications de son service en ligne. Une année qui a également marqué l'évolution de Netflix vers ce qu'il est aujourd'hui. Pour rappel, en 1997, on avait dit pour la première fois à Netflix que le streaming allait anéantir le marché. En 1999, Reed était convaincu que le streaming de films était l'avenir, qu'un jour ou l'autre les frais de port augmenteraient, que l'internet deviendrait plus accessible et que les coûts du streaming baisseraient à tel point que cela deviendrait une manière évidente de regarder ses films préférés. Une fois ces limites dépassées, Netflix peut entrer en jeu. Et en 2007, ces limites se sont croisées. Au début, Netflix ne proposait qu'un nombre limité de titres qui pouvaient être diffusés en streaming par ordinateur. Le plan de Reed était de convaincre peu à peu les distributeurs de films. À cette époque, les actions de Netflix chutaient et certains pensaient que l'entreprise allait bientôt mourir. Parmi eux, un article du New York Times qui disait ceci. Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, répertorie plus de 5 douzaines de personnalités dont les nécrologies ont été publiées prématurément. Peut-être faudrait-il ajouter Netflix à cette liste ? 1 an plus tard seulement, Netflix a réussi à conclure un contrat avec Microsoft. En 2008, Netflix est arrivé sur la Xbox 360. Et depuis, tout va très vite. Une partie de ce succès est due au fait que Netflix a investi dans des contenus originaux qui sont proposés exclusivement sur cette plateforme. Des séries primées comme Stranger Things, BoJack Horseman et Orange is the New Black. L'avantage était qu'il n'était pas nécessaire de négocier des licences pour des émissions que l'on possédait soi-même. Aujourd'hui, Netflix est un service de streaming qui pèse des milliards et qui a pris le monde d'assaut, que ce soit en utilisant le terme Netflix and Chill ou en passant des heures de visionnage devant des émissions originales. Reed Hastings reste l'un des 2 co-CEO, désormais aux côtés de Ted Sarandos. La bataille de Netflix contre Blockbuster Video s'est terminée en 2010, l'année où Blockbuster a fermé ses portes pour toujours et a déposé le bilan. Au final, Netflix a atteint son objectif et a prouvé à tous ceux qui en doutaient qu'ils avaient tort. Aujourd'hui, Netflix est en concurrence avec une autre entreprise qu'elle voulait autrefois racheter, car Amazon a fait son entrée sur le marché du streaming. Mais quel est l'avenir de Netflix ? Eh bien, pour ses clients fidèles, nous pouvons garantir une chose, plus de programmes originaux. Mais si tu veux avoir un aperçu de l'ancienne expérience Netflix, tu peux toujours trouver l'ancien service de location sur dvd.com. Voici l'histoire d'un ancien marine et le pire agent immobilier de New York.
Ils ont changé à jamais la manière dont nous regardons nos films et séries aujourd'hui. Pour plus d'histoires inspirantes et de conseils sur des entreprises les plus prospères de tous les temps, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.